Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la statistique. Je suis avec le docteur Fonsa Koné. Enchanté. Monsieur. Enchanté, Faisal. Vous êtes docteur à l'université de Montréal. Exact. Vous avez obtenu votre doctorat en... Maintenant, il y a moins d'un mois, le 6 juin dernier. Ah, félicitations à vous. Merci. Pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours? Ok, donc mon parcours a commencé en Côte d'Ivoire où j'ai fait l'essentiel de mes études, depuis le primaire jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Donc en temps, je suis passé par plusieurs écoles, peut-être je ne vais pas toutes les citer, mais le lycée moderne d'Issia, le lycée mixte 1 de Yamoussoukro, l'INPHB où j'ai fait les classes préparatoires commerciales, ainsi que l'ENSIA, donc où j'ai fait le diplôme d'ingénieur statisticien économiste. À la fin de la deuxième année, j'ai postulé pour faire mon doctorat ici, à l'Université de Montréal. Et donc, j'ai obtenu l'admission et j'ai soutenu récemment, après 6 années de dur labeur. Waouh, félicitations. Merci. Félicitations. Quel est le moment clé de votre parcours scolaire vous a forgé l'amour de l'économie? Oui, ce moment est assez clair pour moi parce que j'ai pris mon premier cours d'économie en classe préparatoire commerciale avec notre professeur d'économie qu'on appelait maximiseur, qui est M. Nguessan Célestin, à qui je fais un coucou. Donc, il avait vraiment cette façon d'expliquer l'économie tellement terre à terre, tellement simplement, que tu savais que c'est des choses qui te touchaient au quotidien, d'accord? Le panier de la ménagère, d'accord? Donc, la dame qui va au marché, comment est-ce que l'augmentation des prix vont l'affecter? Comment est-ce qu'elle doit allouer son budget? Comment elle doit se comporter? Toutes ces décisions qu'elle prend là vont affecter elle-même en tant que femme, mais aussi son ménage tout entier. Donc, toutes ces questions-là m'ont vraiment donné le goût de l'économie. Et j'ai vraiment pas hésité après ce cours, parce qu'il nous a donné le cours pendant 2 années. Après les 2 premières années, j'étais déjà conquis. Et donc, c'est pour ça que j'ai opté pour une carrière en économie. Pour être docteur à l'Université de Montréal, il faut avoir une rigueur intellectuelle. Oui. Qu'est-ce qui a provoqué cette rigueur-là pendant votre classe préparatoire? Oui, donc effectivement, déjà moi je suis quelqu'un qui était déjà passionné par l'excellence depuis vraiment longtemps. Oui. Je voulais très bien faire les choses, mais en prépa c'était quand même un autre niveau parce que c'est un concours où on essaie vraiment de recruter les meilleurs, tout au moins en Côte d'Ivoire, les meilleurs bacheliers. Oui. Et donc quand on va comme ça, on se confronte aux gens qui viennent des meilleures écoles, en tout cas en Côte d'Ivoire. Donc, et puis le système prépa est fait de telle sorte qu'à vous mettre vraiment beaucoup de pression pour y réussir. Il faut vraiment beaucoup d'engagement, d'abnégation. Par exemple, le système d'école où chaque semaine il y a des évaluations rapides, très très rapides. En quelques secondes, on peut te poser un problème de mathématiques par exemple. Et puis tu as un temps très limité pour le résoudre. Donc, premier challenge, il faut pouvoir résoudre. Deuxième, il faut pouvoir le résoudre dans le temps. Donc, tout ça a forgé en moi un caractère quand même de rigueur parce que si tu n'as pas travaillé de façon rigoureuse, c'est pas sûr que le cerveau puisse répondre assez rapidement. Donc, avant chaque cours, vous vous préparez en amont? Bon, moi, ce n'était pas une technique que j'abordais beaucoup. Moi, je n'étudiais pas avant les cours. Mais après le cours, quand même, j'essaie de lire assez rapidement. Et puis après, avant le cours suivant, j'essaie de maîtriser ce qu'on a fait avant ce cours-là. Mais je ne prenais vraiment pas de l'avance. J'ai trouvé que ça allait me prendre trop de temps d'aller découvrir moi-même. J'ai préféré écouter l'enseignant. À la suite de ça, je prends les notes et puis j'ai étudié après. Ok, bon. Si ce n'est pas trop discret, comment vous organisez vos week-ends dans ce temps? Franchement, en prépa, mes week-ends n'étaient pas particulièrement spéciaux. C'était vraiment le travail. C'était parfois le moment où il faut prendre pour rattraper ce qu'on n'a pas bien compris parce que les cours sont très très denses là et puis ça va super vite. Donc, et puis à la fin des 2 années, il y avait des concours. C'est vraiment pas comme une moyenne pour passer. C'est un concours, il y a un certain nombre de places limitées. Donc ça veut dire qu'il fallait quand même travailler dur. Moi, j'avais pas de week-ends spéciaux. On était logés en cité. Donc, en général, je travaillais mes week-ends. Quelquefois, je sortais, par exemple, pour aller en ville parce que l'INP est un peu écarté de la ville là. Mais donc, parfois, je sortais pour aller... mais je ne suis pas forcément très fêtard quand même. Ok. Bon, pourquoi avoir choisi l'INSEA après votre parcours à l'INP? Voilà, oui. La réponse est simple. C'est juste par mon amour pour l'économie. J'avoue que le choix n'était pas facile parce que j'avais aussi une très belle offre au niveau de l'INPHP. Mais oui, après, mon amour pour l'économie a pris le dessus. Donc, c'est vraiment ce qui a joué dans le choix. Ok. Votre thèse porte sur le commerce et la croissance économique durable. Bon, pourquoi avoir choisi ce sujet et quelles sont les conclusions que vous avez tirées? Ok, donc on va déjà
le commerce, je parle plus du commerce intra-africain, donc pour essayer de recadrer les choses. On a beaucoup de problèmes en Afrique. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est 80 fois plus coûteux de transiger un bien entre le Nigeria et l'Afrique du Sud qu'entre le Nigeria et la Chine, par exemple. Wow. Vous voyez à quel point c'est un problème sérieux. Et récemment, il y a eu la mise en place de la ZLECAf en 2021. Donc, j'ai travaillé sur cette question avec mon co-auteur, Régis Kwasi. Notre objectif, déjà, c'est vrai qu'on est... en général, beaucoup d'études sont très ambitieuses sur le fait que la ZLECAf va augmenter le commerce, ce qui va générer de la croissance. Mais nous, la question qu'on a voulu regarder, c'était de dire, OK, on sait aussi en même temps que l'Afrique est sujette à beaucoup de chocs. Oui. Par exemple, les chocs climatiques qui vont affecter beaucoup les pays. Il y a aussi les chocs politiques. Donc, notre question de recherche, c'était de dire, OK, comment est-ce que ces chocs-là vont amplifier, d'accord, la transmission, vont se transmettre. Donc, comment est-ce que ces chocs vont se transmettre entre les différents pays africains? Si, par exemple, il y a un choc au Nigeria, comment est-ce que ça va affecter l'Afrique du Sud? Et puis, est-ce que cela va être plus grave si le commerce augmente grâce à la ZLECAf? Si on trouve que c'est plus grave, comment on peut juguler justement ces effets néfastes-là? C'est vraiment ça la question qui portait sur le commerce intra-africain. Bon, j'ai fait une thèse en article, 3 articles. L'aspect croissance, c'était plus les politiques publiques. Oui. Disons, les règles fiscales, c'est des règles que les gouvernements adoptent en général pour gérer leur dette publique. Voilà, donc il y a des règles comme ça dans l'UEMOA, par exemple, où on dit que le déficit annuel ne doit pas dépasser 3% chaque année. Bon, même si les pays ne respectent pas trop, mais il y a une raison. Donc, je veux dire que ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé, c'est que le fait que les pays ne respectent pas, c'est aussi dû, parmi tant d'autres raisons, au fait que ces règles-là ne sont pas optimales. OK. Donc, j'ai étudié une autre règle qui est meilleure, non seulement en termes de croissance, mais aussi en termes de bien-être que ces règles traditionnelles qui sont assez rigides pour nos pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas un organe qui régule un peu, et qui régule et regarde ces règles-là pour qu'on respecte les règles, en fait? Oui, mais l'organe qui va regarder, c'est quoi? C'est un organe mis en place par les États. Oui. Et quasiment aucun État ne respecte. Donc, je vais dire, c'est comme on ne peut pas se punir trop soi-même. Okay. Mais je pense que l'un des résultats importants, c'est de dire que ces règles-là, c'est vrai qu'on peut accuser les politiciens de tous les noms. C'est vrai, ils ont une responsabilité. Mais après, il faut voir aussi que ces règles, en fait, ne sont pas aussi optimales. Okay. Voilà, donc, si on les respectait, peut-être que ça allait faire plus de mal que de bien. Donc peut-être qu'il faut changer les règles. Exactement, c'est ça. Okay. C'est ça qui est, je pense, l'une des recommandations intéressantes de ma thèse. Mais est-ce que vous avez pu définir un peu les règles qu'il faut changer, les nouvelles règles qu'il faut adopter? Bon, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'étudier une règle quand même qui est en vigueur en Suisse depuis 2003. Ok. Cette règle, il y a une différence simple entre cette règle et puis les règles que j'ai citées, par exemple, déficit de 3%, que j'estime être très rigide. Parce que ce que la règle de 3% va nous dire, c'est que quelle que soit la conjoncture économique, qu'on soit par exemple dans une période de crise comme la Covid ou pas, le gouvernement ne doit pas avoir un déficit de plus de 3%. Alors que si on prend l'exemple de Covid, on voudrait quand même que le gouvernement soit capable d'offrir les vaccins à tout le monde, gratuitement. Parce que si c'est payant, il y a des gens qui ne vont pas se vacciner. Effectivement. Et s'il y a au moins 1-2 personnes qui ne sont pas vaccinées, la maladie va se répandre. Donc, dans ce genre de scénario, la nouvelle règle SUS, justement, permet à l'État de s'endetter, donc d'avoir un déficit plus grand. Effectivement. Et puis, maintenant, dans les périodes où le gouvernement, où les choses vont bien, disons ça comme ça, la règle maintenant impose au gouvernement d'épargner. Voilà, donc c'est un peu ça. Cette règle-là, j'ai juste comparé cette règle à la règle de 3% qui est rigide. Et j'ai trouvé que la nouvelle règle-là était meilleure en termes de bien-être et aussi en termes de croissance. Ok. Vous êtes représentant des doctorants. J'avais été. Oui, vous étiez représentant des doctorants à l'UDEM. Quel enseignement tirez-vous de cette expérience? Oui, déjà, c'était un très grand privilège pour moi. J'ai été leur représentant pendant 2 années. Oui. Et voilà, on a essayé de pousser certaines causes des étudiants. En général, vous pouvez savoir déjà c'est quoi les problèmes financiers. Oui. Voilà, on a essayé de pousser ces questions-là. Et puis aussi, on a essayé de rapprocher les étudiants des gens qui sont dans le monde professionnel pour qu'ils aient un œil sur ce que font ceux qui sont dans le monde professionnel, ce qu'ils pourront faire après leur doctorat. Et puis, bon, on essayait aussi d'organiser des activités ludiques où on s'amusait, où on passait du temps ensemble. Mais voilà, c'était une expérience de leadership très intéressante pour moi. Comme j'ai dit, c'était un véritable privilège que j'ai eu de faire ça. Ce que je tire comme enseignement en général, c'est que, en général, si tu as une cause noble, en général, les gens s'impliquent.
Parce que l'un des problèmes qu'on rencontre au doctorat, c'est que les gens ne s'impliquent pas. Oui. Mais en général, parce que les gens sont préoccupés par la recherche, trouver quelque chose, stressés beaucoup. Mais une fois qu'on trouve un moyen de les intéresser, j'étais surpris de voir, moi j'étais en 4e année, mais il y avait les gens de 6e année qui venaient souvent à certaines réunions de travail où on rédigeait des documents qu'on allait faire passer à l'administration. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a permis de comprendre que oui, il suffit d'avoir une bonne cause et puis essayer d'impliquer au maximum les gens. Et voilà, les gens portent la cause en fait. Bon, en tant que représentant, vous avez beaucoup été au devant de la scène. Il y a plusieurs personnes, dont moi, qui n'aimeraient pas être au devant de la scène. Pourquoi avoir choisi d'être représentant? D'abord, c'est un don, parce que ce n'est pas rémunéré. D'ailleurs, il y a un collègue à qui je voulais passer la main, mais qui a fui, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais quand tu aimes quelque chose, tu ne vois pas le temps passer. Donc, j'aime en général servir les gens autour de moi. Donc, savoir que peut-être grâce à moi, on a ajouté $1 de plus sur le financement des gens, ça n'a pas de prix pour moi. Effectivement. Voilà. Donc, pour moi, je pouvais donner mon temps gratuitement pour ça. Et donc, c'est juste une passion, c'est juste quelque chose que j'aime. Ok. Yeah. Bon, quelle méthode utilisez-vous pour rendre accessible des concepts complexes dans vos cours? Ouais, bon, mes cours en général sont assez relax, assez relax. À tel enseigne que je me rappelle, certains étudiants, quand ils ont fini mon premier cours, ils m'ont demandé si je donnais d'autres cours, ils allaient les prendre. Ouais. Déjà, vous donnez des cours dans quel domaine? En économie, justement, oui. Initiation à l'économie, principe d'économie, c'est des cours de première année. Bien entendu, j'ai été assistant aussi au niveau du doctorat avec mon encadreur, mais voilà. Mais en général, la règle générale pour moi, c'est vraiment de rendre ces cours-là pratiques. De telle sorte que les exemples que je vais donner, parfois je prenais du temps pour trouver mes exemples, parce que je veux que quand je donne l'exemple, le gars il voit que oui, c'est quelque chose de concret qui le touche. Et ça fait que les étudiants sont vraiment scotchés. Voilà, c'est ça que j'utilise en général pour bien expliquer aux gens les choses. Et quelle est la méthode que vous utilisez? Vous préparez vos cours la veille ou bien c'est arrivé sur... Non, jamais, on ne peut pas prendre ce risque. Parce qu'il y a des étudiants très intelligents, on ne peut pas prendre ce risque. Donc, moi-même, en général, dès que j'ai le cours, avant même que l'année commence, je vais préparer le cours en général. Je vais avoir un bon planning sur toute l'année. Je sais déjà chaque semaine ce que je vais faire. Maintenant, à la veille du cours aussi, je révise ce que j'avais préparé. Il ne faut pas sous-estimer parce que, comme j'ai dit, parfois ça peut discréditer si un étudiant pose une question basique et que tu titubes, surtout au début. Je ne sais pas comment j'ai su, mais moi, au début, les étudiants ont tendance à me sous-estimer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est ma tête, mais tu vois, les gens, tu sens qu'ils ne sont pas concentrés. Mais très souvent, après le premier cours, les choses rentrent dans l'ordre et puis ils ne veulent plus manquer. Donc, c'est juste la préparation. Et puis voilà, j'essaie de vraiment donner du bon, quoi. Mais est-ce que vous avez une méthode à mener un peu le plus faible à pouvoir participer à votre cours? Ouais, c'est sûr que c'est des questions. Ça, c'est une question très difficile. Quand tu as un effectif très grand au doctorat, là, les effectifs, pas au doctorat, ici à l'université, les effectifs sont quand même des centaines d'élèves. C'est un peu compliqué de regarder tout le monde, sachant qu'il y a la contrainte du temps, il y a le programme que tu dois gérer. Mais je pense que l'université a un système très aguerri dans ce sens-là, parce que au-delà du cours magistral qu'on donne, il y a des disponibilités de l'enseignant. Donc, ça veut dire que si l'étudiant a des difficultés, il a l'opportunité de me rencontrer face à face, seul à seul, pour me poser son problème. Et là, c'est comme si je prends le temps exclusivement pour lui répondre. Il y a aussi, l'étudiant peut m'envoyer un courriel. Il peut m'envoyer un courriel avec son problème. Soit, si c'est facile, je lui réponds par courriel. Sinon, au-delà même parfois des heures réglementaires, je peux parfois fixer une heure additionnelle avec l'étudiant en question pour discuter avec lui. Donc, effectivement, j'ai eu des cas comme ça, d'étudiants qui avaient vraiment la motivation, mais ils n'arrivaient pas. Mais après 1-2 séances, vers la fin, ils étaient vraiment très satisfaits de leurs résultats. Vous avez une chaîne YouTube, Fansa connaît. Déjà, n'hésitez pas à aller sur ces vidéos. Vraiment, c'est des contenus vraiment incroyables. Pouvez-vous nous parler davantage de cette chaîne? Ouais, cette chaîne-là, c'est un peu un constat. Je suis parti d'un constat qui me touche profondément. C'est le problème de la pauvreté. Donc, si vous remarquez, dans l'histoire, il y a toujours eu des riches et des pauvres, le combat, ce qu'on appelle traditionnellement la lutte des classes. Les gens continuent de lutter, les gens continuent de se plaindre, de marcher, mais j'ai l'impression que ce n'est pas peut-être ça la solution. J'ai l'impression que peut-être que la solution n'est pas peut-être de punir les plus riches, d'accord? C'est-à-dire que les contraindre à diminuer leur richesse d'une façon ou d'une autre, mais c'est de plutôt aider les plus pauvres, en griffe, à voir les connaissances que les riches ont pour pouvoir réduire le gap. Donc, il faut réduire le gap par le bas. Et pour ça, donc j'ai commencé vraiment à faire d'énormes lectures. Avant même de lancer ma chaîne, j'avais vraiment commencé à lire beaucoup.
Et cette envie est venue en moi de dire que ce que je découvre, il faut que je le partage. Donc c'est dans ce sens que j'ai lancé la chaîne. Donc c'est d'abord une chaîne dont le but est de faire une éducation économique en général, mais aussi une éducation financière, donc la finance personnelle, effectivement. Donc, et puis, bon, bien entendu, tout ça va avec parfois des questions de motivation, mais dans une proportion un peu moindre, c'est vraiment l'économie et puis les finances personnelles. Ouais. D'accord. Et vous êtes aussi un jeune auteur? Ouais. Vous avez écrit, le titre de votre livre, c'est « L'excellence n'est pas un mythe ». Pouvez-vous nous donner un peu la quintessence de l'information que vous voulez transmettre? Oui, effectivement. Donc, si vous remarquez bien, peut-être vous-même dans votre propre parcours, vous allez voir qu'il y a 3 types d'étudiants. 3 types d'élèves. Il y a ceux qui vont naître très brillants, ils vont commencer les classes très très brillants, mais au bout d'un certain moment vont s'éteindre. Il y a d'autres qui vont naître vraiment avec la médiocrité, mais vers la fin, ils seront inarrêtables. Et ils sont un peu plus moins ceux qui vont naître super brillants et finir super brillants. Donc, partant de ce constat, je me suis dit que peut-être que les stratégies d'études à un certain niveau, par exemple au primaire ou au secondaire, ne seraient peut-être pas adaptées au supérieur. Donc, ceux qui sont, par exemple, brillants au début, arrivé à un moment, ils pensent qu'ils peuvent continuer avec la même chose, mais ils se rendent vite compte que ça ne marche pas. Puis si tu étais quelqu'un qui retenait facilement les choses au supérieur, si tu t'amuses, c'est pas sûr que tu n'es pas loin des hôpitaux psychiatriques. Donc, partant de ce constat, j'ai voulu, comme je disais au début aussi, ma passion pour l'excellence, parce que moi, je n'ai pas commencé dans les écoles d'excellence, hein. J'ai commencé naturellement. Je me rappelle, à Yamoussoukro, au lycée mixte, nous, on était juste à côté des gens super brillants, les gens du lycée scientifique. Et donc, je les voyais. Pour moi, c'était comme, il y a un truc en eux que je dois percer comme mystère. Donc, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis longtemps. Et bon, grâce à Dieu, quand même, après le bac, j'ai pu intégrer, en griffe, le cercle fermé de ceux qui sont à l'INPHB, à l'NCA, qui sont vraiment des écoles d'excellence. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'excellence, qui peut-être auparavant pour moi était comme un mythe, ne l'est pas vraiment. Donc c'est juste, le titre est juste une réponse à une question que je me posais. Et je me dis que potentiellement il y a d'autres qui vont se poser la même question en se disant que peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que l'excellence c'est Dieu donné en griffe. Voilà, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a une méthode qu'on peut appliquer et cette méthode peut différer d'une personne à une autre déjà, mais aussi d'un niveau à un autre. Donc une des particularités du livre, c'est pas que je vais venir te donner la boîte magique. D'accord? Mais à la fin de chaque chapitre, je vais te dire, OK, voici les questions que tu dois te poser. D'abord pour te connaître, ensuite pour te construire une stratégie qui est propre à toi. Il y a des gens qui peuvent par exemple vouloir bosser quand tout est calme, mais à d'autres, ça ne les intéresse pas trop. Il y a des gens qui, en dormant juste 6 heures, c'est bon. D'autres, il faut 8 heures, 9 heures. C'est pas parce que tu dors 9 heures que tu vas moins performant que quelqu'un qui dort 4 heures. Parfois même, c'est le contraire. Et des études le montrent, je l'ai bien signifié dans le livre. Donc, sommeil, gestion du stress, gestion du temps, travail personnel, travail en équipe, stratégie d'études selon le niveau d'études, rapport à l'enseignant, en tout cas vraiment tous les aspects quasiment qui peuvent toucher la vie d'un apprenant. C'est un projet de longue haleine que j'ai commencé il y a 5 ans. Donc je l'ai vraiment écrit quand j'étais étudiant. J'ai commencé quand j'étais étudiant, ensuite quand j'étais enseignant. Donc j'ai vraiment eu une vue 360 sur tous les aspects d'un apprenant. Et vous lisez et pendant votre temps libre? Oui, beaucoup. Je lisais beaucoup. Peut-être que cette année, j'ai diminué un peu. Mais ouais, la lecture, c'était comme une passion pour moi. Mais comme je disais, c'était par thème. C'est-à-dire que le thème, par exemple, non seulement le développement personnel, mais surtout des finances personnelles. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup lues ces derniers temps. À tel enseigne que j'ai l'impression d'avoir atteint un niveau où, quand tu prends certains livres, quasiment tu n'apprends plus grand chose parce que j'ai vraiment mis le paquet pendant les 3 dernières années. Donc ça a fait que j'ai baissé un peu. Peut-être que je vais retrouver la motivation dans d'autres domaines, mais ouais, j'ai lu beaucoup. Donnez-moi un peu votre top 3 des livres que vous pouvez recommander aux spectateurs. La psychologie de la monnaie, The Psychology of Money. Déjà, c'est un livre même que j'ai résumé sur ma chaîne. Il y a aussi un classique, par exemple, basique, Père riche, Père pauvre, qui est super basique. Tout le monde devrait lire au moins, juste par curiosité. Voilà, Père riche, Père pauvre. Et puis, le livre aussi de Napoléon Hill, Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche en français. Bon, je lisais plus en anglais, mais réfléchissez et devenez riche. Donc, je pense que c'est peut-être, surtout pour un étudiant qui a un budget limité, peut-être prendre juste ces 3 livres-là, ça va déjà te donner peut-être 90% du contenu sur les finances personnelles. Qui sont les personnages économistes africains que vous ont influencé? Ils sont nombreux. La question est tellement difficile. Ils sont vraiment nombreux. Parce que si je pense déjà à mes enseignants, par exemple, lui qui m'a donné le premier cours d'économie, M. Nguessan Célestin, vous voyez, en passant par tous mes profs à l'NCA,
c'est énorme. J'ai pas envie de me lancer dans les cités, mais ils sont tellement nombreux que, bon, franchement, tous mes profs de l'ENSIA, mais bon, je suppose pour contenter la curiosité de certains, je vais essayer de donner peut-être deux, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Le premier, c'est Ismaël Mourifié, qui est quand même un économiste assez influent en Amérique du Nord, ici, la Washington University. Donc, il a eu son doctorat aussi à l'Université de Montréal. Après, il est allé à Toronto, qui est la meilleure université au Canada. Ensuite, maintenant, il est aux États-Unis. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment une source d'inspiration, je pense, pour beaucoup de jeunes économistes africains. Il y a aussi Leonard Wachenko, qui est à Stanford, qui est béninois. Il est à Stanford, je ne sais pas si tu le connais. Voilà, lui aussi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui. Notamment, c'est l'une de ses recherches qui m'a beaucoup plu, c'est quand il abordait les questions de l'impact de l'esclavage sur le comportement des Africains. Donc, par exemple, la méfiance. Le fait que toi, quand tu voyais, tu dis jamais à quelqu'un. Par exemple. Donc, ça a des origines coloniales, par exemple. Donc, c'est un article que je vais, par exemple, te suggérer. Mais donc, donc peut-être qu'on pourrait avoir l'idée que c'est le cas, mais le fait de démontrer ça scientifiquement, c'est juste beau. C'est un article très, très, très influent. Et puis, il a créé aussi une université. J'ai oublié le nom, mais il a créé une école aussi. Donc, voilà, c'est quelqu'un aussi qui a une source d'inspiration pour moi aussi. Ok. Et déjà, pendant votre cycle de doctorat, vous avez été sujet à des défis, à de la pression et tout. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Parce que vraiment, ça ne doit pas être facile. Ouais, honnêtement, la prière, peut-être que ça ne sera pas quelque chose que beaucoup vont adopter, mais oui, moi, j'ai pris aussi. Ouais. Parce que quand c'est chaud, voilà, il faut reconnaître que peut-être qu'il y a un être suprême qui t'a créé, qui t'a mené dans les conditions. Effectivement. Et en général, avant de venir déjà, c'était pas une décision facile. Moi, je suis pas venu faire la thèse parce que je manquais d'opportunités. Il y en avait vraiment. Oui. Donc, comment est-ce que tu prends une décision pour sacrifier en griffe 6 années 6 années en griffe où tu n'as pas de revenus assez intéressant contre le fait qu'il y a un revenu immédiat qui se présente à toi. Donc, je lui ai dit, moi particulièrement, j'avais mis entre les mains de Dieu. Je lui ai dit, si c'est un truc pour moi, fait qu'on me prenne. D'ailleurs, j'ai postulé à une seule université, tellement c'était pas un choix. Voilà. Ouais. J'ai dit, si on me prend, c'est le signe pour moi que je vais partir. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, dès que je suis venu, quelles que soient les épreuves, pour moi, je suis venu grâce à Dieu. Ouais. Donc, je vais pas tomber, quoi. C'est sûr que je vais vaciller, mais ça va aller. Donc, ça, c'est peut-être un truc spirituel que beaucoup ne vont pas peut-être adopter, mais après ça, il y a des techniques naturelles telles que se divertir entre amis, jouer au foot. Moi, je fais beaucoup de sport, natation, badminton. J'ai commencé même le tennis récemment, le aussi, une passion. Donc ça, c'est des choses, les sorties entre amis, des barbecues. Donc tout ça, ça me permet de rester sur pied, disons. Mais pourquoi laisser ces opportunités-là et venir faire la recherche ici? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ouais, donc après mon diplôme d'ingénieur statisticien économique, j'avais un petit sentiment d'inachevé, particulièrement côté économie. Donc, je savais que j'étais prêt pour aller dans le monde professionnel, mais je me disais que peut-être s'il veut vraiment devenir un économiste chevronné, peut-être que c'est bien de faire un doctorat, d'aller vraiment au bout, parce que je voulais vraiment aller au bout, d'être capable de comprendre les théories les plus complexes. Et puis, pourquoi pas contribuer à la théorie économique aussi. Ça sera une passion si j'arrive à écrire un livre comme John Maynard Keynes qui est cité partout. donc, tout ça, ça m'a motivé. Je me suis dit, peut-être qu'il faut s'essayer. Donc, je me sentais capable de le faire. Oui. Et puis, je sentais le besoin aussi, l'envie de le faire. Maintenant, après ça c'est moindre, mais aussi, ça donnait l'opportunité pour moi de voyager. Ouais. Puisque depuis que j'étais né, je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ok, je vais, mais peut-être ce n'est pas seulement pour aller étudier l'économie. Non seulement tu étudies l'économie, parce que peut-être c'est les mêmes cours, mais j'aurai l'opportunité de toucher du doigt, de voir comment les pays développés font, comment ils vivent. Et puis, quelle est la différence entre ce qui se fait chez nous, et puis pourquoi pas apprendre des choses qu'on peut rendre utiles à l'Afrique, par exemple. Effectivement. Et quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut suivre votre parcours, mais qui n'a pas les moyens de venir à l'étranger? Bon, si c'était une question de moyens, je ne serais pas là. Donc, si j'ai dit quel conseil je vais lui donner, je vais lui dire de lire mon livre d'abord. Ouais, mais bon, peut-être que ça fait rire, mais effectivement, dans mon livre, je pense que j'ai mis tout. J'ai mis ce qu'il lui faut pour qu'il vienne. Mais pour ceux peut-être qui ne voudraient pas le lire, c'est pas obligé. Je dirais qu'il y a deux choses. Si tes parents n'ont pas l'argent, il faut être excellent. Ouais. Sinon, bon, voilà, ta vie risque d'être par-ci, par-là. Ouais. Donc, si tes parents ne sont pas riches, investis en toi-même pour être excellent. Parce que pour moi,
après l'argent, le deuxième bien le plus accepté au monde, c'est l'excellence. Ouais. Tu peux être n'importe comment, noir, blanc, n'importe comment. Quand tu es bon en général, surtout quand tu as une compétence recherchée, on ne va pas t'aimer, mais on va te prendre pour te mettre à côté. On va te prendre, on va te financer. Ça a été quand même mon cas et le cas de plusieurs personnes. On est venu financé par l'université, financé par le gouvernement du Québec, financé par d'autres organismes pour faire des conférences à l'international. Donc si vous n'avez pas l'argent, vos parents n'ont pas l'argent, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'être au moins excellent. Et au moins, j'ai contribué quelque part avec mon livre qui peut peut-être vous donner un guide si jamais vous avez la difficulté pour ça. Ok. Vous avez eu le master, c'est ça? Ouais, vous avez le master, vous êtes doctorant, vous avez écrit un livre, vous avez une chaîne YouTube, tout ça. Ouais. C'est quoi la suite? Ouf, ouais, la suite, j'avais envie de dire, j'ai envie de souffler. Mais voilà, il faut payer les factures quand même. Comme il y a les factures qui vont faire que je ne pourrai pas souffler, malheureusement. Mais ouais, donc la suite immédiate, c'est de trouver un emploi et commencer à travailler le plus tôt possible. Oui. Déjà pour chercher à me stabiliser. Ça, c'est vraiment à moyen terme. Mais aussi à côté, je pense que voilà, ça fait 24 années d'études. J'ai emmagasiné beaucoup de choses. Je doute même que tout va m'être utile. Donc l'idée pour moi, c'est comment mettre tout ça au service de mon entourage, de l'humanité. Ça, c'est comme la vision globale que j'ai. Et puis, je pense qu'à moyen et long terme, je veux être quand même une personnalité dont la voix va compter dans toutes les questions qui vont concerner l'économie et la finance aussi. Ok. Ouais. Ok. Et quand vous parlez de mettre au profit vos connaissances et tout, vous parlez du monde, de l'Afrique, quelque chose en particulier? Bon, je pourrais dire le monde, parce que l'Afrique fait partie du monde déjà. Oui, donc, oui. Mais bien entendu, j'ai un penchant aussi vers l'Afrique, hein, parce que je dirais que l'Afrique m'a tout donné, hein, particulièrement, parce que c'est là que j'ai eu ma formation de base. Par exemple, dans mon pays où c'est quand même le gouvernement qui a payé, hein, pour les écoles d'excellence que j'ai faites. Oui. Donc le minimum pour moi, c'est de trouver un moyen, au moins une griffe de rembourser. C'est une dette psychologique, oui, de rembourser d'une façon ou d'une autre cette dette-là. Mais voilà, le monde ne se limite pas à l'Afrique. D'ailleurs, les Africains vivent partout. Oui. Voilà. Donc si tu fais du bien quelque part dans le monde, peut-être que ça peut toucher les Africains, et ça peut toucher le monde. Voilà. Le monde n'a pas de couleur aussi. Bon, si vous avez l'opportunité de diriger un projet en économie, à quoi ressemblerait-il? Ok, projet en économie. Bon, ok, peut-être que je vais essayer de me rapprocher à ma recherche sur le commerce international. Par exemple, je pense qu'il y a des choses très simples qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. J'ai donné l'exemple au début que un produit, si tu l'achètes au Nigeria pour aller en Afrique du Sud, il coûte 80% plus cher que si tu l'achètes en Chine. Ouais. Donc la question c'est pourquoi. On pourrait se dire que c'est peut-être parce que les Chinois ont maîtrisé la technologie, mais en fait c'est pas seulement ça. Il y a des questions liées à la corruption. Il y a des questions liées au délai de traitement. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu vas voir, ça va prendre 5 jours pour que le bien quitte un port, c'est une moyenne, un pays pour aller dans un autre. Alors que dans les autres pays, c'est moins de 24 heures. Les pays de l'OCDE, moins de 24 heures. Donc, vous imaginez qu'il y a un certain type de produits qui seront difficiles à conserver. Ouais. Donc, si tu as un tel produit, soit tu vas mettre les moyens, ça va augmenter ton coût de commerce et finalement, le prix de vente va être plus élevé. Mais ça, c'est des décisions politiques qu'on peut prendre pour essayer de réduire le temps que les marchandises prennent pour traverser les différentes frontières. Et puis, oui, les questions de corruption, beaucoup plus de transparence. Avec la digitalisation aujourd'hui, jouer beaucoup plus sur ça pour que les contrôles soient plus rapides, pour que la corruption soit réduite. Et puis, je pense que si on arrive à réduire ces barrières, de plus en plus la jeunesse africaine est consciente du bien-être de l'entrepreneuriat. Donc, si le marché est plus grand, les gens vont je pense, essayer de produire. Peut-être l'un des problèmes aussi que je vois, c'est le problème des monnaies multiples. Beaucoup de petites monnaies. Oui. En 54 États, on a plus de 42, autour de 42 monnaies. C'est énorme. Ça veut dire que si tu dois faire ton commerce entre 3 pays, il faut toujours changer la monnaie. Et ça encore, c'est des coûts. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de penser à ces questions de monnaie qui, je pense, affectent le coût du commerce, mais aussi penser aux questions liées au délai de traitement et à la corruption. Déjà, juste, c'est des choses peut-être simples, mais si on arrive à régler ça, vous allez voir que les entrepreneurs, je pense que ce n'est pas les idées qui manquent, quoi. Ils vont produire les biens et ils vont facilement vendre dans les autres pays. Vous êtes favorable à la monnaie commune en Afrique? Oui, clairement, je suis favorable. C'est sûr que c'est un projet difficile à mettre en œuvre, mais je pense que ça sera, si c'est bien fait, un véritable levier pour l'essor économique de l'Afrique. Ouais. Ok. Oui, pendant votre parcours, vous avez été amené à travailler en groupe, comme en équipe. Quelle stratégie préférez-vous?
Non, moi je pense que les deux sont utiles, elles sont complémentaires. Oui. J'ai pas de préférence parce que travailler en équipe, ça te permet parfois d'apprendre des autres. Mais il faut pouvoir donner aussi quand tu apprends en groupe. Oui. Et pour pouvoir donner, parfois il faut travailler personnellement. Oui. Quand tu travailles personnellement, tu peux découvrir des choses. Pendant que vous étudiez, tu partages, d'accord. Mais si tu restes seul dans ton coin, ben, tu peux faire un truc, peut-être tu vas pouvoir le faire, mais quelqu'un te dit, je me rappelle, parfois c'est des exercices de mathématiques, il y a des amis, parfois tu as la solution, mais tellement le schéma que tu as fait long, lui te dit, en fait il suffit de faire posons ça et puis ça donne le résultat. Donc quand tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est extraordinaire quoi. Ouais. Voilà, donc, mais si tu travailles seulement qu'en groupe aussi, tu peux être biaisé parce que tu peux penser que certaines choses sont faciles alors qu'elles ne le sont pas. Donc même si vous finissez de travailler en groupe, il faut aller t'asseoir à la maison, reprendre ton affaire pour être sûr que tu as maîtrisé. Donc les deux sont vraiment complémentaires et ouais, les deux sont valorisés au même titre pour moi. Quel principe vous tient le plus à cœur dans votre travail? Principe. Oui. Principe. Ok, je dirais la rigueur quand même. Oui. La rigueur et puis peut-être je vais vous surprendre, mais la simplicité aussi. En général, quand j'ai un problème, je pense aux solutions les plus simples. Je pense aux solutions les plus simples. Si tu me vois en train de faire un truc très compliqué, soit je n'ai pas trouvé de solution simple. Donc si tu as une solution plus simple, n'hésite pas à me proposer, je vais sauter là-dessus. Donc simplicité et rigueur, c'est pour moi des principes qui sont importants. Ouais. Ok, et où vous voyez dans 5 ans, 10 ans? Bon, ouais, j'ai pas un horoscope, mais ouais, honnêtement, comme je pense que j'ai répondu plus ou moins à cette question-là précédemment, Oui. je pourrais pas citer une organisation ou bien quelque chose de spécial, mais je veux que la position dans laquelle je serai, je puisse être assez utile à la société. Donc, il faut que le travail que j'aurai fait puisse avoir un grand impact sur les gens. C'est vraiment ça plus qui m'intéresse, quoi. Ça peut être par exemple dans la finance, ça peut être dans l'économie. Oui. Ce sont deux domaines qui m'intéressent. Oui, bon, vous ne donnez pas le nom d'organisation, mais est-ce qu'il n'y a pas une organisation mondiale qui vous tient réellement à cœur? Vous aimeriez travailler pour et considérer une bonne chaîne de décision mondiale? Bon, je pense que tu peux travailler dans les organisations sans être staff, par exemple. Oui. Il peut y avoir des projets sur lesquels je vais travailler. Ouais, mais ça me... Vous voulez un rôle de consultant? Voilà, ça peut être par exemple des rôles de consultant dans n'importe quel organisme, quoi. Je n'ai pas vraiment de préférence fixe, mais n'importe quel organisme. Une fois que le projet, c'est un projet social pour lequel je peux contribuer, ça me gêne pas. Vous n'avez pas un rêve d'une organisation que vous aimeriez intégrer? Non, c'est pas quelque chose. Je pense que si par exemple quelque chose devrait vraiment me passionner, c'est d'avoir une idée entrepreneuriale par exemple qui va changer radicalement la vie des gens, par exemple en Afrique. Okay. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités là-bas. Donc ça, je valoriserai ça énormément par exemple. Okay. Je n'ai pas encore d'idée, mais je suis ouvert à ça. Si jamais j'ai une idée, je ne vais pas hésiter à essayer ce genre de choses pour que voilà, ça puisse vraiment transformer la vie des gens positivement. Okay. Vous pensez que vous êtes rigoureux? Oh, je dirais que j'essaie parce que ouais, mon travail n'est pas toujours parfait. Oui. Voilà, n'est pas toujours parfait. Mais quand même, si tu es avec moi, tu vas savoir que j'ai fait l'effort. Maintenant, je pense que dire que tu es rigoureux, c'est comme si tu as atteint la rigueur. Je ne pense pas que je l'ai atteinte, okay. Mais j'essaie de tendre vers. Ok. Ouais. Bon, on tend vers la fin de notre petit échange. Est-ce que vous avez un dernier mot de fin, des gens à remercier, etc.? Oh, bon, disons déjà à remercier. Honnêtement, il y en a tellement. Mais je vais peut-être aller par bloc. Déjà, tous mes professeurs en général, mais surtout ceux qui m'ont recommandé pour venir faire la thèse. Oui. Donc le directeur de l'NCA, lui qui était notre directeur des études, M. Kouakou Jean Arnaud, et puis prof Bello. Donc ils ont écrit de très belles lettres qui m'ont accepté facilement ici. Après, ici également, je ne vais pas oublier mon encadreur, bien entendu, qui m'a accompagné, qui a été vraiment comme un mentor pour moi pendant les 6 dernières années. Il m'a aidé à avoir beaucoup de financements qui m'ont permis de vivre quand même assez bien, disons ça comme ça. Oui. Sinon, l'expérience aurait été très très difficile sans ces financements. Donc, il y a aussi beaucoup d'organismes, l'Université de Montréal qui m'a financé, le Fonds de recherche du Québec
pour la société Culture qui m'a financé, la Maison des Affaires Publiques et Internationales qui m'a financé, le CIREC, Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative qui m'a financé, le Canadian Economic Association. Donc, j'ai vraiment, pendant les 6 dernières années surtout, ça a été des organismes qui m'ont financé. Et puis, bien entendu, je ne vais pas oublier ma famille. Déjà, pour leur patience, tu connais l'Afrique. Ouais. on attend les fruits de l'investissement, mais voilà. J'ai essayé de les faire attendre jusqu'à 24 années. Donc, merci pour leur patience. Et je pense qu'ils ne m'ont jamais lâché par les conseils, par les bénédictions et surtout par les prières. Bien entendu, à mes amis aussi. Parce que quand j'étais ici loin de la famille, c'est grâce à eux, Sidi, Moko, Stéphane, vraiment tous les gars avec qui on joue au football, je suis reconnaissant. Avec Serge aussi, PDG que j'appelle affectueusement, PDG Institution de Pousse. Voilà. Mon petit frère aussi, Carnon Lazare. Oui. Ok, et merci pour cet échange vraiment enrichissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de nos épisodes. Merci et à bientôt.